De l'eau. J'ai commencé à travailler dans le domaine il y a 26 ans, donc ça fait quand même un bail. Évidemment que c'était un domaine à l'époque, l'apprentissage se faisait pas mal, comme dit l'expression populaire, sur le tas. À travers les années, bien, comme n'importe quel autre métier, on apprend beaucoup. Je suis allé faire mon cours de plombier en plus, à peu près dans les années 2000-2001, pour mieux faire mon métier, pour faire des entretiens, des installations selon les règles de l'art. Donc, ce que je fais, c'est tout ce qui est vente, installation, entretien de systèmes de traitement d'eau de toutes sortes pour les résidences, les compagnies. Traitement d'eau sur l'eau de la ville, les puits artésiens, les puits de surface. Donc, c'est un petit peu ce à quoi je touche. Et tu travailles seul, hein? Donc il n'y a quand même pas plein d'intermédiaires. Tout à fait, exactement. C'est moi qui vais chez les gens pour voir quels sont leurs besoins, établir leurs besoins, leur expliquer, répondre à leurs questions. Parce que c'est souvent un élément hyper important, prendre une décision quand vient le temps d'acheter un appareil de traitement d'eau. On peut y perdre son latin, même si on n'apprend plus le latin. C'est complexe et mon rôle, comme je dis souvent aux gens, moi, ça me fait plaisir de me déplacer, de rencontrer les gens, de répondre à leurs questions, puis ensuite, ça leur permet de prendre une décision bien éclairée, parce que qui dit traitement d'eau dit investissement monétaire, et on travaille tous et toutes très fort pour gagner nos sous. On veut les dépenser avec sagesse. Et à chaque année, tu fais l'entretien de combien de systèmes résidentiels? Je dirais quelques centaines de systèmes. Au moins 200? Oui, plus que ça. Puis ça, c'est des osmoseurs principalement? Il y a beaucoup de systèmes d'osmose inversée. Il y a des systèmes de traitement un peu plus complexes pour la maison entière, que ce soit pour le traitement pour enlever le chlore, des puits artésiens, des puits de surface, certains systèmes d'osmose inversée, gros modèles pour les industries. Donc, ça brosse un bon tableau. OK. Puis là, les gens, quand ils viennent, est-ce que c'est parce qu'ils ont fait un test d'eau ou ils ont des odeurs en général? Qu'est-ce que les gens disent? Bien, évidemment, ceux qui sont sur l'eau de la ville vont souvent se plaindre de l'odeur de chlore, des mauvais goûts. Donc, pour ce qui est de l'eau, pour boire, les gens qui sont sur l'eau de la ville vont rarement avoir fait des tests, mais ils se posent souvent la question, qu'est-ce qui est opportun, qu'est-ce qui est bon à installer quand on est sur l'eau de la ville pour avoir une eau de consommation de qualité? Quels sont les polluants présents ou potentiellement présents dont il faut s'occuper, qu'il faut traiter. Et certains vont plus loin, ils veulent aussi traiter l'eau des bains et des douches parce qu'évidemment le chlore peut assécher la peau, c'est désagréable au niveau de l'odeur. Et quand on commence à comprendre les conséquences d'une eau chlorée pour la santé, bains et douches sont un endroit nocif, entre guillemets. C'est important de traiter cette eau-là. Donc, ça me permet de répondre à leurs questions puis leur dire ce que ça leur prendrait. Et à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, ils prennent une décision éclairée. Pour les gens qui sont sur l'eau d'un puits artésien, puits de surface, parfois les gens auront fait faire des analyses. Parfois, il n'y a pas d'analyse. Donc, moi, je prends des échantillons, on envoie ça au labo. Ça leur permet d'avoir un rapport en bonne et due forme, fait par une tierce partie et totalement indépendant. Donc, quand vient le temps de suggérer un système pour régler les problématiques, ils sont au courant clairement des problématiques parce que le test les révèle. Et par la suite, quand on installe, on sait ça a été installé sur quelle base. Donc, les gens aiment le processus et ça permet de travailler professionnellement. Et le labo, c'est lequel? Il est accrédité par le ministère de l'Environnement, tout à fait. évidemment? Oui. Est-ce que c'est toujours le même? Toujours le même, parce qu'effectivement, c'est là qui est la clé. Ne pas faire des tests à la main, à la mitaine, parce que, bon, ça nous prend des tests qui sont garantis, dont la véracité est assurée. Les laboratoires, comme tu dis, accrédités par le gouvernement, font un travail impeccable. Et c'est un chimiste qui signe les analyses. Donc, on est sûr que ça a été fait selon les règles de l'art. Bien, ce serait pas mieux, pour être encore plus indépendant, de dire aux clients, ben, choisis ton labo. Les gens, s'ils pourraient avoir apparence de conflit d'intérêt, c'est toujours avec le même. Oui, c'est certain, mais d'un autre côté, si on adopte ce raisonnement-là, il faudrait dire que le chimiste
serait de connivence. On va loin, là. On inculpe des gens. Oui, c'est sûr qu'il y a une coopération professionnelle. Tout à fait, tout à fait. Ils n'ont aucun intérêt de perdre leur réputation pour ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve quand on teste l'eau de pluie? On parlait premièrement les puits de surface. Quels sont les risques? Bien, un puits de surface, si on résume ça simplement, c'est un trou d'eau. Hein? C'est un trou dans la terre, là, plus souvent qu'autrement 15-20 pieds, puis l'eau de surface percole le sol et se retrouve dans ce trou dans lequel il y a une pompe. On tire l'eau de ce puits-là pour l'amener dans la maison. La pompe est souvent dans la maison, dans un cas comme un puits de surface. Et bien évidemment, l'eau, la qualité de l'eau fluctue au gré des saisons, au gré de la fonte des neiges, des grandes pluies, tout ça. Donc, on a une eau qui va varier au travers de l'année. On peut y retrouver toutes sortes de choses, bactéries, odeurs, couleurs. Donc, on cherche à avoir des tests d'eau qui vont être faits au printemps ou à l'automne, fonte des neiges, grande pluie, pour avoir la pire des conditions possibles. Et on travaille avec le résultat que l'on a. Pour ce qui est d'un puits de surface, on essaie d'avoir la pire eau possible pour traiter en fonction d'être capable de faire face à travers toute l'année aux pires conditions. Un puits artésien, bien évidemment, c'est... Juste pour le puits de surface, donc c'est plus un risque de contamination avec des excréments carrément? Tout à fait, ça. Puis évidemment, comme on parle d'une eau qui varie, là, on peut se retrouver avec de la couleur dans l'eau. Une variation du fer, une variation de la dureté, une variation des différents éléments qui sont présents dans le sol autour. Mais même les produits pétroliers, changement d'huile dans la nature, des choses comme ça peut facilement contaminer. Oui, parce que souvent je donne l'exemple, c'est un peu comme un filtre à café. Hein? Évidemment, l'eau percole et va dissoudre tout ce qu'elle retrouve sur son passage. Et comme tu dis, dépendamment de ce qu'on retrouve dans la nature, tout près du puits lui-même ou un peu plus éloigné, bien, ça peut se retrouver dans le puits et dans la maison. Puis toi, est-ce que tu en as souvent vu des produits pétroliers dans des puits de surface ou des pesticides en quantité importante? Bien, c'est certain que au niveau des analyses d'eau, on peut partir de base, avec des tests de base, et on peut aller de façon très, très, très complexe. Hein? On peut aller loin. Et rares sont les gens qui vont faire des tests extrêmement poussés. Ce qu'on dit aux gens, c'est que compte tenu de la potentialité de rencontrer des éléments indésirables plus complexes et plus nocifs, bien, il est bon d'installer une filtration qui, si ces éléments-là sont potentiellement présents dans l'eau, qui pourront s'occuper de ces éléments-là, surtout quand il est question de l'eau pour boire. Donc, là, pour le physico-chimique, qu'est-ce qu'on veut? Bien, premièrement, s'il y a une contamination bactérienne, microbienne, le traitement, c'est quoi? On doit, premièrement, décontaminer le puits? Oui, tout à fait. Puis, on veut toujours savoir si la contamination est ponctuelle et qu'une fois le puits stérilisé, que cette contamination, on va prendre un échantillon d'eau quelques semaines après, idéalement, et voir si c'est beau. C'est certain qu'une analyse d'eau, spécialement dans un puits de surface, c'est comme un Polaroid. Hein? C'est une photo qu'on prend à un moment X dans le temps. Et évidemment, une semaine, même une heure après, les choses peuvent changer compte tenu de tout ce qu'on a dit tantôt. Ça peut varier. C'est pour ça que pour un puits de surface, il est préférable d'adopter une approche qui va nous dire, bon, compte tenu que ça peut beaucoup changer, on installe un traitement d'eau qui va pouvoir nous protéger au cours de l'année. Si j'étais quelqu'un avec un puits de surface, je ne prendrais même pas de chance, j'aurais dans la maison un système qui s'occupe des bactéries. C'est quoi comme système? C'est un système par lampe ultraviolet. Une lampe ultraviolet, si on résume ça de façon très simple, c'est un cylindre en acier inoxydable. L'eau rentre un bout, sort à l'autre bout. À l'intérieur du cylindre, au centre, on a un tube de verre dans lequel on insère une lampe qui dégage un rayon avec une longueur d'onde qui va affecter l'ADN des bactéries. Les bactéries ne peuvent pas se reproduire, elles meurent. Donc, on s'assure d'une eau exempte de bactéries. Évidemment,
avant ce système-là, puisqu'il est toujours en bout de ligne, il faut s'assurer que l'eau soit bien traitée pour pas qu'il y ait rien qui va affecter l'efficacité du rayon. Il ne faut pas qu'il y ait de particules, il ne faut pas qu'il y ait de fer, de dureté qui pourrait soit agir comme bouclier entre le rayon et les éléments indésirables, qui pourrait aussi entacher le tube de verre dans lequel est la lampe, qui ferait en sorte que le rayon ne pourra pas bien passer. Donc, filtre à particules à l'entrée. Oui, puis parfois un adoucisseur, parfois un filtre au charbon. Dans le fond, l'idée, c'est de s'assurer d'une eau qui va être tellement bien traitée que le rayon UV va pouvoir bien voyager à travers l'eau. Le charbon va filtrer quoi? Le charbon, souvent, on va l'utiliser odeur, couleur. L'adoucisseur, lui, va aller chercher la dureté, le manganèse, le fer. Et dépendamment de ce qu'on retrouve dans le test, ben, on peut faire différentes recettes de traitement d'eau pour s'assurer d'un bon résultat à la fin. OK. Puis... C'est un petit peu, si tu me permets, André, souvent je vais prendre l'exemple, les analyses d'eau sont un petit peu comme les analyses d'un médecin quand on va voir le médecin. Avant d'établir quelle est la problématique et de nous préparer une prescription, le médecin qui travaille consciencieusement va faire passer des analyses. C'est un petit peu ce qu'on fait. Et l'analyse d'eau devient l'analyse de sang, comme une analyse de sang. Et la prescription, c'est ce qu'on installe pour bien traiter l'eau. C'est ça. Parce que justement, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé dirait qu'il faut tester l'eau 2 fois par année, point de vue bactériologique. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Il y a certains gens, et je vous dirais que c'est la minorité, qui vont 2 fois par année faire tester l'aspect bactériologique, comme tu dis, et l'aspect physico-chimique 1 fois par année. Mais c'est très peu souvent que l'on rencontre. Très rare. C'était très rare. Donc, ils se disent, on va filtrer, puis on ne va pas s'inquiéter. Si on a un problème bactériologique, c'est de la diarrhée qu'on peut avoir comme symptôme? C'est sûr qu'à ce moment-là, il y a des bactéries, il faut garder en tête qu'il y a des bactéries qui sont pas nocives, hein, il y en a d'autres qui le sont. C'est pour ça que les chimistes sont très utiles. Ils vont établir quels sont les types de bactéries présentes, en quelle quantité, et selon des normes très bien préétablies, on va dire, bon, tel type de bactérie, c'est nocif, il faut traiter tel type, il faut plutôt... Comme le colis, c'est 0, on Ah oui, c'est ça, exactement, il ne faut pas jouer avec ça. Donc, c'est sérieux, c'est notre santé, hein, l'eau que l'on boit, faut agir avec précaution, tout à fait. Puis donc, tu préfères les puits artésiens? Oui, les puits profonds, exactement, puits artésiens ont tendance à être beaucoup plus stables, donc c'est pas... une stabilité assurée à 100%, mais de façon générale, c'est très stable, un puits artésien. Peux-tu le décrire? Oh, c'est un trou très profond, hein, qui souvent, on creuse jusqu'à temps qu'on frappe l'eau et tout. C'est comme une grande paille. Le tuyau est comme une grande paille. C'est un tuyau d'acier. Oui, d'acier, c'est ça qui va dans le sol. Et tout est bien scellé maintenant. Les lois ont changé il y a plusieurs années. Tout est bien scellé pour pas qu'il y ait d'eau de surface qui viennent s'infiltrer et affecter justement un peu dans l'esprit d'un puits de surface, comme on disait tantôt. Donc tout ça est scellé, pas d'eau de surface qui rentre dans le puits. Et dans le fond du puits, on a une pompe. Et il y a des veines d'eau qui viennent alimenter le puits. Et cette pompe-là, qui amène l'eau dans la maison, est mise à une profondeur préétablie. Et on tire l'eau, et comme une paille dans le fond. Et au fur et à mesure qu'on tire l'eau, les veines permettent à l'eau qui se trouve dans les veines de remplir à nouveau le puits en continu pour qu'on ait toujours de l'eau disponible. Puis ça, as-tu des anecdotes à nous dire? Est-ce qu'il y a parfois de la contamination, on en voit même dans les puits? Oui, ça peut arriver. Évidemment, quand un puits a été creusé, vient d'être creusé, c'est toujours stérilisé parce qu'il y a eu toutes sortes de contaminations. La terre de surface, la pompe qui a été mise dedans, tout ce qui vient de l'extérieur, qui est inséré dans l'eau. Donc ils mettent du chlore au début? Oui, au début, c'est stérilisé, absolument. Au chlore? Oui, au chlore. Bon, par la suite, la plupart du temps, tu ne retrouveras pas de bactéries.
Autrefois, quand les normes n'étaient pas aussi sévères pour l'aspect de sceller le puits en surface, là, pour éviter l'infiltration, on pouvait retrouver justement de l'infiltration, mais de nos jours, c'est plutôt rare de retrouver des bactéries dans un puits profond. Évidemment, on va retrouver à l'occasion du fer, du manganèse, de la dureté, toutes ces choses-là, en plus ou moins grande quantité. Ça ne varie pas dans le temps, on le voit une fois. C'est très rare, mais ça m'est arrivé de voir des puits variés soudainement. Dernièrement, je me rappelle, ça avait été causé par du dynamitage tout près de l'endroit où le puits existait, d'autres gens qui construisaient. Évidemment, on peut comprendre si le sol se fait dynamiter, les vannes peuvent changer, certaines vannes se bloquent, certaines autres s'ouvrent, donc ça peut causer ça. Mais de façon générale, on a une stabilité au niveau du contenu physico-chimique d'un puits profond. Tout à fait. Puis quels sont les systèmes que tu installes, par exemple? Bien, encore là, souvent, ça va être des adoucisseurs. Des adoucisseurs pour enlever fer, manganèse. Au sel? Oui, au sel, oui, puis ça demeure... Ça pollue quand même, le sel? Oui, bien, c'est toujours à se poser la question, quelle est la meilleure solution dans ce qui est disponible dans l'industrie, au niveau technologique. Bien souvent, il n'y a pas de solution parfaite. On travaille avec ce qu'il y a de mieux au moment présent. Évidemment, les ingénieurs cherchent toujours à améliorer les choses. Donc, on regarde ce qu'il y a et on installe, comme je dis, ce qu'il y a de disponible. Ça peut être des filtres à particules, parce que des fois, il y a tellement de sable, il y a tellement de particules qu'on va installer un filtre qui s'auto-nettoie, qui attrape les particules. D'autres fois, c'est des filtres statiques qui ont un certain micronage, c'est-à-dire que les micropores du filtre ont une certaine grosseur pour attraper les particules en suspension dans l'eau. Des fois, on a des problèmes de couleur. On va travailler avec des filtres qui oxydent, exemple, s'il y a une très grande quantité de fer avec d'autres éléments. Donc, ça va ramener sous forme solide les éléments dissous dans l'eau, puis sont filtrés mécaniquement. Alors, c'est un petit peu comme on disait en tout début de l'interview, c'est que dépendamment de tous les éléments de l'eau, du pH présent dernièrement, justement, il y avait un client qui a un problème de pH. Son pH est beaucoup trop élevé, donc on va avoir un système qui injecte de l'acide dans l'eau pour ramener le pH à un pH neutre. Donc, ça peut être très complexe. Ça passe du très simple au très complexe, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une vue d'ensemble, pour bien évaluer les problématiques et regarder, compte tenu aussi du budget, il faut être capable de prendre un recul, de regarder la forêt, puis se dire, bon, compte tenu de ce qui est présent dans l'eau, quel qui serait le plus efficace pour arriver au but recherché. Si on parle justement de budget, parlons du système d'osmose que tu vas installer avec des pré-filtres, post-filtres et charbon. Ça revient à combien? Et qu'est-ce que ça fait exactement? Un système d'osmose inversée, c'est comme une mini-usine de filtration avec une succession de filtres. Moi, j'installe un système qui a 6 filtres. Le premier filtre va enlever les particules en suspension dans l'eau, on appelle un filtre à sédiment. Le deuxième filtre et le troisième filtre sont des filtres au charbon activé qui vont enlever le chlore, les sous-produits du chlore comme les trialométhanes, odeur, couleur, pesticides herbicides s'il y en a dans l'eau. Ensuite de ça, l'eau passe par la membrane d'osmose inversée. Une membrane d'osmose inversée, si on vulgarise un peu, c'est comme un moustiquaire ultramicroscopique. Grosso modo, les molécules d'eau passent à travers la membrane pour se retrouver dans un réservoir et le reste est évacué vers le drain. Ensuite de ça, il y a un petit robinet qui est sur le dessus de l'évier. Les gens ouvrent leur petit robinet, l'eau sort du même réservoir où elle était, elle passe par un autre filtre au charbon et elle termine sa course à travers un filtre dont les micropores ont 0,2 microns absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un micropore plus gros que 0,2 microns. Donc, les bactéries qui pourraient provenir du réservoir, parce qu'il faut comprendre que les bactéries ne passent pas à travers la membrane d'osmose inversée, mais le réservoir ne peut pas être gardé stérile. Donc, les bactéries qui se retrouveraient là sont arrêtées par ce filtre de 0,2 microns absolu. Et ensuite, l'eau sort par le petit robinet pour être consommée. Fait à noter, j'ajoute, pour ceux qui le désirent, une cartouche qui permet de reminéraliser l'eau, parce que l'osmose inversée est extrêmement efficace, filtre très très fin, mais évidemment, ce faisant,
les minéraux sont enlevés de l'eau. Certains veulent reminéraliser leur eau pour réavoir certains minéraux. Oui, aussi. Ça permet aussi de remonter le pH pour amener l'eau à un pH neutre parce qu'un système d'osmose inversée va faire baisser le pH sous la barre du 7 qui est un pH neutre. Donc on reminéralise, ça met à la fois minéraux et donne un pH neutre. Ça, c'est au besoin ou selon le désir du client. Donc, un système avec les 6 filtres dont j'ai parlé, c'est 975 $ plus taxes, installation incluse dans une installation traditionnelle avec un comptoir de bois et un évier en acier inoxydable. Quand les gens ont, par exemple, des comptoirs de marbre, granit, quartz, qui est de plus en plus populaire, il y a un petit supplément d'une centaine de dollars pour faire le trou et faire l'installation qui est plus complexe. Et donc, je fais ça régulièrement là, avec l'équipement nécessaire. C'est quand même pas cher. C'est souvent beaucoup plus cher quand c'est des réseaux qui vendent Oui, bien, je pense. Ouais, c'est un point que tu touches qui est intéressant. Je pense que le rapport qualité-prix est excellent. Ça permet d'avoir une eau de consommation. On boit la tête en paix, si je peux m'exprimer ainsi. Et j'offre en plus, faites à noter, un contrat d'entretien. C'est-à-dire, après la première année, et pour toutes les années subséquentes, à chaque année, un contrat d'entretien qui assure l'efficacité du système d'année en année. Donc, après parce qu'il y a des filtres à changer. Exactement. Il y a certains filtres qui sont à changer à chaque année, d'autres qui sont à changer après quelques années. Le robinet, à un moment donné, va rendre l'arme. La membrane va être à changer. Donc, à chaque année, j'appelle mes clients pour leur dire que c'est le temps de faire l'entretien. Je vais chez eux et je fais l'entretien complet. Et le contrat d'entretien assure que quoi que ce soit qui soit à changer est changé sans frais supplémentaires. Donc, le contrat d'entretien est 180 $ par année plus taxes. Ça couvre les pièces. Ça couvre toutes les pièces, mon déplacement, le temps passé sur place, et toutes les pièces qui sont changées. Et ça re-garantit l'appareil pour l'année qui suit. La seule chose qui n'est pas garantie, c'est si les filtres bloquent durant l'année dû à une infiltration de terre, de sable dans la tuyauterie, la ville qui ferait, exemple, des travaux et des choses du genre. Donc, c'est des cas extrêmes et ça arrive très, très peu souvent. Le cas échéant, bien, les filtres et le déplacement et le temps sont aux frais du client. Bien, merci d'Alain Loligny. Alors, votre entreprise, c'est Purismo à Saint-Jérôme, mais vous couvrez quel territoire? La majorité des endroits où je travaille, c'est Montréal, métropolitain, Rive-Nord, Rive-Sud, donc le Nord jusqu'à Mont-Tremblant. Et même jusqu'à Nomineng, je dirais. J'ai des clients jusqu'à Québec. 2 fois par année, je vais à Québec. J'ai une banque de clients là-bas. Et jusqu'à Drummondville aussi. Donc, je couvre quand même assez grand. Oui. Ça va te prendre un véhicule électrique pour polluer moins. Absolument, ça serait merveilleux. Le jour où il l'invente, je suis preneur. Oui. Merci encore, Daniel. Plaisir. Bonne